Docteur Forette, qui est professeur Forette, qui est professeur à Paris Descartes. Vous nous parlez donc des pistes pour vaincre la maladie d'Alzheimer. Donc vous allez nous la décrire et nous dire si on peut espérer répondre à ce vrai défi du vieillissement qui atteint actuellement en France. On va le voir. 850 000 personnes. 850 000 personnes. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à ces sessions qui sont absolument passionnantes dans un décor de rêve. Remercier les organisateurs et féliciter Monsieur le maire qui finalement organise et favorise ce type de rencontre, ce que je trouve absolument remarquable pour une municipalité. Si ce n'est qu'au fond, le terme de mystère en parlant de la maladie d'Alzheimer est un terme important, car s'il y a eu des progrès absolument fabuleux depuis un certain nombre d'années, il est vrai que cette maladie reste quand même un mystère. Alors c'est un enjeu de santé publique considérable. Les médicaments que nous avons sont sous-utilisés. C'est dire à quel point la recherche d'approches préventives ou curatives doit être prioritairement organisée. Et c'est ce que souhaite faire le plan Alzheimer, qui est particulièrement bienvenu. Suivante. Alors, pourquoi est-ce important? C'est parce que la prévalence de la démence augmente avec l'âge. Et plus on a la chance, parce que c'est une chance de vieillir très longtemps, et en particulier après 80 ans, et bien plus on a un risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Suivante. Si vous retirez ma bobine, on pourra lire la diapo. Vous voyez que la maladie d'Alzheimer concerne environ 850 000 personnes, mais maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. C'est encore derrière ma bobine, là-haut. 850 000 personnes, dont 75% ont une maladie d'Alzheimer. 25% de la population de plus de 85 ans, 225 000 nouveaux cas par an. Les maladies d'Alzheimer sont responsables de 70% des placements. Ça veut dire que si on trouvait vraiment un traitement de la maladie d'Alzheimer, on viderait 70% des maisons de retraite et des longs séjours. C'est dire à quel point l'enjeu est important. Malheureusement, en France, une personne sur deux n'est pas diagnostiquée et 17% seulement des patients sont traités. Donc ça, vous voyez, c'est une vue qui est une vue un peu pessimiste. C'est pour ça qu'on m'a demandé de voir quels étaient les espoirs. Suivante. Alors, ça n'est pas un problème uniquement français. Vous voyez que dans le monde entier, il y a à peu près 20 millions de personnes, que dans les années 2040, si on ne trouve pas de traitement, il y en aura 80 millions. Mais 2050 ou 2040, on a du temps pour faire de la recherche, quand on voit les progrès qu'il y a eu ces dernières années. Si on parle de nouveaux cas dans le monde, il y a 4,6 millions de nouveaux cas par an dans le monde, c'est-à-dire un cas toutes les 7 secondes. C'est dire l'importance de cette maladie d'Alzheimer. Suivante. Alors, quand on parle de maladie d'Alzheimer, en fait, il faudrait que nous parlions de démence ou de cause de détérioration intellectuelle, parce que quand on parle de 850 000 patients en France, ça n'est pas seulement la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez sur cette diapo qu'il y a des causes extrêmement diverses que je ne vais pas énumérer. Beaucoup de maladies qui sont dites neurodégénératives, c'est ce que vous voyez sur la partie droite. La plus fréquente reste la maladie d'Alzheimer, 70%. La deuxième plus fréquente n'est pas une maladie dégénérative, c'est une maladie vasculaire, c'est la démence vasculaire. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de maladies mixtes, c'est-à-dire qu'il y a une part vasculaire qui aggrave la maladie d'Alzheimer. Suivante. Alors, les caractéristiques cliniques, vous les connaissez bien. Ce sont d'abord des troubles cognitifs et en particulier des troubles de la mémoire. Si je vous montre ces troubles, c'est simplement pour vous dire que c'est à ce stade de troubles exécutifs ou de troubles de mémoire qu'il faut absolument faire le diagnostic et non pas quand s'aggrave la maladie avec des troubles du langage en particulier, de la connaissance qu'on appelle l'agnosie ou l'apraxie, les troubles fonctionnels, c'est-à-dire les anomalies des activités de la vie quotidienne, personnelle et instrumentale, et encore les troubles du comportement. C'est au niveau des troubles de mémoire débutants qu'il faut faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Suivante. Suivante. Et c'est là où on peut attendre les progrès. Grâce à la formation, on espère, et le plan Alzheimer espère, qu'on fera un repérage des troubles de la mémoire qui doit être fait par le généraliste, plus fréquent qu'il n'est fait à l'heure actuelle. Très souvent, quand un patient se plaint, on lui répond « mais vous inquiétez pas, monsieur, c'est l'âge », surtout au stade de début, où la personne est absolument normale, à la fois en apparence et dans sa vie quotidienne. Et on enregistrera des progrès grâce à
maintenant le fait que les consultations mémoire sont réparties sur l'ensemble du territoire et beaucoup mieux staffées. Et pour faire le diagnostic, il faut que le généraliste adresse son patient à une consultation mémoire ou à un spécialiste libéral, en particulier les neurologues. Les progrès, ils ont eu lieu dans l'examen neuropsychologique. L'examen neuropsychologique, c'est-à-dire l'examen de la mémoire, les tests ont fait des progrès considérables et permettent de détecter des anomalies de façon très très précoce. La neuroradiologie, je vais vous montrer quelques exemples, le scanner, l'IRM fonctionnel a fait des progrès considérables. Et encore, les marqueurs biologiques, à l'heure actuelle, ont fait des progrès aussi, mais on attend des progrès plus importants de ces marqueurs biologiques. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des éléments de progrès pour que le diagnostic, 1, soit plus précoce, et 2, soit tout simplement fait en France. Suivante. Alors là, je vous montre quelques diapos qui montrent les progrès dans la neuroradiologie. À l'heure actuelle, on arrive à voir un des signes les plus importants, c'est-à-dire la diminution des petites structures du cerveau, dont vous a parlé le professeur Serratrice. Là, on essaie de voir de façon spécifique si le lobe temporal en particulier est atrophié, et on voit ça de mieux en mieux. On peut mesurer même une petite structure qu'on appelle l'amygdale. Grâce au progrès de la neuroradiologie, il y a maintenant des logiciels qui permettent de calculer le volume de ces structures, et on peut voir qu'il y a une réduction progressive de ces structures. Suivante. Attendez, j'ai quand même une question sur, sur votre précédente Alors, diapo. vous pouvez revenir à la précédente, s'il vous plaît, parce que Madame Leblu a des questions. Qu'est-ce qu'on est censé voir là? Il y a deux flèches, mais ça veut dire quoi? On est censé voir la diminution de... Est-ce que vous pouvez retirer les incrustations de ma bobine? Vous pouvez voir l'atrophie au niveau du lobe temporal. Vous voyez? Et de façon spécifique. Et maintenant, ça se mesure. Ça se mesure et on vous rend en résultat en volume. Cela dit, ça reste du domaine de la recherche pour l'instant. Mais ça vous montre à quel point on pourra de plus en plus mesurer les volumes qui progressivement s'atrophient à un stade très précoce de la maladie. Plaque suivante. Merci. Ce que l'on voit aussi, c'est les anomalies du métabolisme du cerveau. Les anomalies du métabolisme, là, il s'agit de consommation de glucose, et on voit la différence, là encore, entre les anomalies du métabolisme des sujets contrôle que vous voyez en haut, pas les anomalies, le métabolisme normal du sujet en contrôle que vous voyez en haut, et vous voyez en rouge la consommation de glucose de ce sujet normal, et vous voyez sur la diapo du bas que cette consommation du glucose a diminué de façon considérable. Donc vous voyez déjà là que le cerveau marche moins bien. Plaque suivante. Et qui plus est, ce que l'on voit maintenant, je vais parler dans une seconde de ce qu'on appelle la protéine amyloïde. On voit cette lésion relativement spécifique de la maladie d'Alzheimer in vivo au niveau du cerveau, grâce à une protéine qu'on appelle le PIB, le composé de Pittsburgh. Et vous voyez la différence là entre le contrôle, qui est à droite, et le sujet atteint de maladie d'Alzheimer, et vous voyez en rouge le dépôt de cette fameuse protéine. C'est-à-dire qu'on arrive à l'intérieur du cerveau grâce à la neuroimagerie, alors qu'avant, on ne pouvait aller à l'intérieur du cerveau, bien entendu, qu'après le décès du patient ou par biopsie cérébrale. Donc ça, ce sont des facteurs de progrès considérables pour l'avenir. Plaque suivante. En réalité, les lésions que vous voyez là, qui sont les lésions typiques de la maladie d'Alzheimer, elles ont été découvertes par Alzheimer en 1907 déjà, sur une malade qui voyait depuis 1905 et qui est décédée d'une détérioration intellectuelle. Alors ce sont les deux lésions qui sont les lésions spécifiques de la maladie d'Alzheimer, spécifiques en quantité. Alors vous avez en haut la plaque sénile dont vous avez entendu parler, ou la plaque amyloïde, qui est faite d'un cœur d'une protéine. Vous voyez, c'est ce petit tas noir d'une protéine qu'on appelle la protéine amyloïde, et j'en reparlerai dans un instant. Et la deuxième lésion spécifique de la maladie d'Alzheimer, c'est la lésion qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, qui est à l'intérieur même des neurones, parce que la plaque sénile que vous voyez au-dessus est à l'extérieur des neurones, la dégénérescence neurofibrillaire est à l'intérieur des neurones, et elle a elle aussi un composé spécifique qu'on appelle la protéine Tau, qui subit des modifications chimiques, elle est hyperphosphorylée, et elle entraîne cette dégénérescence neurofibrillaire sous la forme de sortes d'écheveaux qui se mettent à l'intérieur de la cellule et qui aboutissent à la mort neuronale.
Alors, la théorie qui prévaut le plus, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne connaît pas la cause encore de la maladie d'Alzheimer, c'est que tout commence par le dépôt de la protéine amyloïde qui entraîne la cascade des lésions dont je n'ai pas le temps de parler. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est que les connaissances que nous avons des protéines, donc les connaissances que nous apportent les biochimistes, et il faut remercier, là notre biochimiste est ici, sont à l'origine des futurs progrès thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer. On savait avant qu'il y avait une plaque sénile et une dégénérescence neurofibrillaire. On sait maintenant quelles sont les protéines qui la constituent. Suivante. Alors, les biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien, et justement, on arrive à mesurer à la fois la protéine amyloïde, Abeta42, et on mesure aussi la protéine Tau, et la protéine Tau en particulier phosphorylée, puisque c'est cette protéine qui va être à l'origine de la mort neuronale. Je n'ai pas le temps de m'étendre. Suivant. On connaît mieux aussi la prédisposition génétique. Il y a moins de 5% de cas familiaux. Et dans ces cas-là, on a identifié des mutations sur 3 gènes différents, 21, 14 et chromosome 1. Et les cas sporadiques, c'est-à-dire ceux qui arrivent dans la population générale sans qu'il y ait véritablement une maladie familiale, là aussi, il y a une prédisposition génétique, c'est-à-dire un excès d'un allèle d'une protéine porteuse du cholestérol. Là, je répondrai aux questions si vous le souhaitez. Suivante. Alors, quel est le traitement de la maladie d'Alzheimer ? À l'heure actuelle, nous n'avons que des traitements substitutifs symptomatiques. Substitutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de remplacer au niveau du cerveau une sécrétion d'un neurotransmetteur, c'est-à-dire les messagers chimiques, qui sont diminués dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Mais c'est purement symptomatique. C'est l'insuline du diabétique, si vous voulez. Le diabétique n'a pas assez d'insuline, on lui donne de l'insuline, il s'améliore. Le patient atteint de maladie d'Alzheimer n'a pas assez de certains neurotransmetteurs, en particulier de l'acétylcholine, on lui donne. Ce que nous voudrions maintenant, c'est avoir des approches préventives et puis des approches curatives basées sur le processus même de la maladie. Suivante. Donc, vous connaissez les traitements symptomatiques de la maladie d'Alzheimer. Ils sont essentiellement cholinergiques. Les agents cholinergiques, vous les avez sur la gauche. Ça améliore les symptômes du patient. Et vous avez sur la droite un autre agent qui est un agent non cholinergique, car finalement, la maladie d'Alzheimer ne se traduit pas par la diminution d'un seul neurotransmetteur. Le Parkinson, si. Parkinson, vous avez une diminution unique de la dopamine. Dans la maladie d'Alzheimer, vous avez plusieurs neurotransmetteurs qui sont en cause, même si l'acétylcholine est le neurotransmetteur qui est le plus défaillant au cours de cette maladie. Suivante. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce traitement substitutif? Ça donne une amélioration qui est modérée. Il faut le dire, elle est modérée, mais elle est statistiquement significative et reconnue par le patient et le médecin, des fonctions cognitives, des activités de la vie quotidienne et de ce qu'on peut appeler le jugement global porté sur le patient. Alors malheureusement, il y a une période d'effet limitée, mais il faut savoir que le bénéfice est toujours persistant comparé au placebo dans les études ou comparé aux patients qui ne sont pas traités. Ça veut dire que les patients qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de ce type de traitement, même si l'action est modérée, ce sont des patients qui ont une perte de chance. Et il faut lutter contre cette perte de chance. Suivante. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant des approches préventives qui sont basées sur les études épidémiologiques et les approches sur le processus de la maladie? Suivante. J'essaie d'aller un petit peu vite. Pour avoir des approches préventives, il faut d'abord savoir quels sont les facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, c'est l'âge, bien sûr, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a pratiquement une rupture de courbe après 80 ans. Le sexe, c'est plus fréquent chez la femme. Le niveau d'éducation, c'est très, très, très important. Ça n'agit pas sur le dépôt de cette protéine amyloïde. Elle se dépose de la même façon chez les patients prédisposés à ça. Mais simplement, les capacités du cerveau, comme on l'a vu ce matin, sont telles que le patient supporte ce type de lésion pendant très, très longtemps et que les symptômes n'apparaissent pas. Donc il faut élever le niveau d'éducation des populations. Et quand on me dit que 20% d'une classe d'âge ne sait pas lire correctement à l'entrée en sixième, c'est un facteur de risque majeur pour l'avenir, absolument majeur. Les facteurs génétiques, on ne peut pas intervenir dessus. Le déficit cognitif léger est aussi un facteur de risque. Et enfin, les facteurs vasculaires, et en particulier l'hypertension artérielle, sont des facteurs de risque très très importants d'apparition de la maladie d'Alzheimer ou d'aggravation d'une maladie d'Alzheimer. Suivante. Alors, quelles sont ces approches préventives? Vous voyez que j'ai mis des points d'interrogation à peu près partout, sauf au niveau des antihypertenseurs, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les études épidémiologiques, descriptives, et les essais contrôlés qui essayent de faire la preuve.
Que savait-on des études d'épidémiologie? Eh bien, que les personnes qui prennent des oestrogènes, des anti-inflammatoires, les vieux rhumatisants qui se bourrent d'anti-inflammatoires, les antiradicalaires, les statines, ces personnes-là avaient une incidence, c'est une fréquence de maladie d'Alzheimer très significativement inférieure à la population générale. On s'est dit, banco, on a un moyen de prévention. Malheureusement, quand on essaye de prouver que c'est vrai, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle des essais contrôlés, on prend une population, on la tire au sort, la moitié de la population prend le traitement que l'on veut étudier, l'autre moitié de la population prend un placebo sans que ni le patient ni le médecin ne le sache. Eh bien, ces essais contrôlés, malheureusement, n'ont pas démontré que les oestrogènes, les anti-inflammatoires, les antiradicalaires et les statines peuvent prévenir la maladie d'Alzheimer. Pour autant, il ne faut pas abandonner, parce qu'il y a beaucoup de biais dans les études de façon générale, et en particulier les statines. On a un certain nombre d'éléments qui nous font penser que les statines qu'on prescrit pour les cholestérols trop élevés pourraient jouer un rôle important de prévention. Mais pour l'instant, ça n'est pas prouvé, sauf les antihypertenseurs. Plaque suivante. Les antihypertenseurs, 2 études randomisées placebo-contrôlées ont démontré que le traitement de l'hypertension artérielle, même après 60 ans, réduisait le risque de démence. C'est dire à quel point il faut que chacun d'entre nous prenne en main ces facteurs de risque vasculaire, pas seulement l'hypertension, mais le cholestérol, l'obésité, le syndrome métabolique, car ça accroît le risque de maladie d'Alzheimer. Suivante. Revenons au traitement qui pourrait traiter non pas tout à fait la cause de la maladie, mais le mécanisme même de la maladie que l'on connaît bien avec cette cascade des lésions que je n'ai pas eu le temps de vous décrire. Eh bien, les approches préventives, elles vont porter soit sur la protéine amyloïde, soit sur la protéine tau. Il faut bien reconnaître que ce sont les approches qui portent sur la protéine amyloïde qui ont été le plus étudiées jusqu'à présent. Plaque suivante. Alors, la protéine amyloïde, juste un petit schéma, vous voyez, c'est un gros acide aminé, c'est une protéine qui vient de ce qu'on appelle un précurseur, qui est un gros acide aminé, une grosse protéine de 751 acides aminés. Normalement, dans l'organisme, le métabolisme de cette grosse protéine se fait selon la flèche que vous avez au milieu, grâce à un enzyme qu'on appelle une aphase sécrétase. Et il y a 2 morceaux, une partie qui est sécrétée, qui est soluble, une partie qui reste dans la membrane, mais c'est un métabolisme qui est un métabolisme normal. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, vous avez 2 enzymes qui agissent au niveau de l'acide aminé que vous voyez ici nommé numéro 1 et nommé numéro 42, qui le coupent en 2 endroits. Au lieu d'avoir une protéine qui est coupée en 2, vous avez ce petit bout-là de 42 acides aminés qui se détachent. Et c'est ça la protéine amyloïde A4 qui se dépose au niveau du cerveau. Plaque suivante. C'est un autre schéma qui montre la même chose. Et vous voyez que le métabolisme normal entraîne l'apparition de protéines qui ont un rôle important dans la neuroplasticité et dans la neuroprotection sur la gauche. Au contraire, quand vous avez ce petit bout de protéine A-bêta, vous avez une neurotoxicité importante. Plaque suivante. Alors, quelles vont être les approches à l'heure actuelle? Eh bien, d'abord, vous allez essayer de modifier les enzymes qui coupent anormalement cette protéine, soit en stimulant l'alpha-sécrétase, soit en inhibant les bêta ou les gamma-sécrétases qui coupent de façon anormale cette petite protéine. Alors, les essais sont en cours. Ce n'est pas si simple que ça. Ce sont des essais en phase 2 à l'heure actuelle. Mais comme ces enzymes agissent à des sites qui sont très, très importants pour d'autres métabolismes, ce sont des médicaments qui sont difficiles à l'heure actuelle à mettre au point. Alors, l'immunothérapie, je vais en parler dans un instant. C'est le vaccin, vous en avez entendu parler. Et enfin, il y a d'autres approches, c'est-à-dire on essaye d'empêcher la fibrillation de la protéine amyloïde, et vous avez un certain nombre d'approches, ce qu'on appelle les GAC mimétiques ou les chélateurs de métaux, qui essayent d'empêcher cette fibrillation. Pour l'instant, aucun de ces produits, Alzheimer en particulier, a donné des résultats qui ont été très décevants, ne permet pour l'instant d'avoir une amélioration très très considérable. Et enfin, à l'heure actuelle, on tente à privilégier ce qu'on appelle les antitaux, c'est-à-dire les médicaments qui vont agir sur la deuxième lésion que je vous ai montrée, lésion qui aboutit à la mort neuronale, et on essaye d'empêcher cette phosphorylation anormale de cette protéine tau avec un certain nombre soit d'inhibiteurs, soit d'activateurs.
Alors, vous avez peut-être entendu parler, parce qu'à grand renfort de médias, après le grand congrès sur l'Alzheimer qui a eu récemment, la firme qui est en train, à l'heure actuelle, de promouvoir un médicament qu'on appelle le Rambert, qui est un inhibiteur justement d'agrégation de cette protéine Tau, la firme a fait une publicité qui, à mon avis, était inappropriée dans le temps. Ils ont des résultats, effectivement, en phase 1-2 qui peuvent paraître intéressants, qui ne sont pas complets. Et ils ont dit d'emblée, ça y est, on a trouvé le traitement de la maladie d'Alzheimer. Vous avez entendu ça. On n'est pas du tout au moment où on peut dire que le Rambert, je dis le nom, puisque ça a été dit dans les médias, est un médicament qui est le traitement de la maladie d'Alzheimer. Simplement, il faut continuer de façon importante les essais dans ce domaine. Et de même, vous en avez entendu parler aussi, c'est pour ça que je l'ai mis là, le Dimebon, qui est en réalité un antihistaminique tout à fait banal, qui est commercialisé en Russie, qui soi-disant est un stabilisateur des mitochondries, c'est-à-dire les petites usines à l'intérieur des cellules qu'on vous a montré tout à l'heure. Bon, il y a un essai qui a été publié dans un très très grand journal qui montre que ça pourrait avoir un effet. Je veux dire qu'on a un petit peu des petits doutes sur ce type de travail fait en Russie, peut-être à tort, parce que le papier est signé d'un très très grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Plaque suivante, on va parler maintenant du vaccin. Alors le problème de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on n'avait pas de modèle animal. Les animaux ne font pas de maladie d'Alzheimer de façon générale, les animaux de laboratoire. Et donc il a fallu le génie humain qui fabrique ce qu'on appelle des souris transgéniques, c'est-à-dire on leur fait passer un gène de la maladie que l'on souhaite étudier. Et ces transgènes permettent à ces animaux, là ce sont des souris, de fabriquer la protéine amyloïde humaine exactement comme le fait le patient atteint de maladie d'Alzheimer et de la déposer au niveau de son cerveau. Et vous voyez sur la partie gauche des lésions qui ressemblent tout à fait aux lésions que je vous ai montrées tout à l'heure que l'on voit chez l'homme. Donc la petite souris, avec son transgène, elle fait, tout au moins pour ce modèle-là, une des deux lésions de la maladie d'Alzheimer. Et Delchinck a une idée qui était une idée géniale, que l'on trouvait tous, nous, simplistes, c'est de dire, ma souris fait une maladie d'Alzheimer, enfin des lésions de maladie d'Alzheimer, avec sa protéine amyloïde humaine. Si je lui injecte en très grande quantité, ben peut-être qu'elle va faire une réaction immunitaire importante qui empêchera la protéine de se déposer, voire même qui, lorsque la protéine commence à être déposée, va, ce qu'on appelle clearer les lésions, c'est-à-dire nettoyer les lésions. C'était un raisonnement simpliste, mais c'était un très très bon raisonnement, parce que vous voyez sur la gauche la souris transgénique, vous voyez sur la droite la souris transgénique auquel on a injecté la protéine amyloïde à titre de vaccin, et vous voyez que le cerveau de cette petite souris vaccinée est pratiquement vierge. C'est absolument considérable de voir ça. On a tous été absolument étonnés. On est très très vite passé à l'expérimentation humaine. Malheureusement, en dépit des phases précliniques qui ne montraient pas des effets toxiques, sur 300 patients, on a tous participé à cette étude en même temps, tous les pays en même temps. C'était absolument passionnant. Et les patients, surtout, étaient très désireux d'entrer dans cette étude. Sur 300 patients, on a eu 18 encéphalites, ce qui est un effet secondaire bien évidemment grave, qui a entraîné l'arrêt de cette expérimentation. Mais c'est quand même une approche qui est une approche intéressante. Elle continue, c'est-à-dire au lieu d'injecter la protéine entière, vous voyez 42 acides aminés, une grosse protéine, à l'heure actuelle on injecte une partie de la protéine, les 7 premiers acides aminés, en espérant déclencher la réaction immunitaire qui a permis, vous voyez, ce nettoyage des lésions grâce à une production d'anticorps importante, sans provoquer pour autant la réaction immunitaire délétère. Donc les essais sont en cours, il y a 2 laboratoires à l'heure actuelle qui s'occupent de ces essais. Suivante. Cette suivante, je viens de le dire. Alors, le développement industriel est important. Vous voyez que dans le monde, 118 compagnies travaillent dans ce domaine. 148 molécules sont à expérimentation. En France, 6 compagnies de biotech et 29 molécules sont en expérimentation. C'est vous dire à quel point la recherche, quand même, avance de façon considérable, même si au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la clé de la maladie d'Alzheimer, mais disons que la recherche est très importante dans ce domaine. Plaque suivante, là on va aller très vite.
Pour autant, il existe des traitements non pharmacologiques. Malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas été très, très bien étudiés parce que ce n'est pas si facile d'étudier les effets de ces médicaments. Mais ce sont des médicaments qui sont très, très, très appréciés par les familles. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser et qui améliorent probablement la qualité de vie des patients sans pour autant améliorer toujours leur fonction cognitive. Donc, à l'heure actuelle, il y a une équipe de l'INSERM à qui le gouvernement a demandé d'essayer d'évaluer ces traitements. Suivante. Quelles sont les perspectives? C'est le plan Alzheimer, une amélioration de l'information de la population, une formation des médecins et de tous les acteurs, les médecins, les infirmières, les directeurs d'EHPAD, de maisons de retraite, etc. Tous devraient être informés, une amélioration du diagnostic, qu'on espère grâce aux moyens des diagnostics plus précoces et grâce à la multiplication des consultations mémoire sur le territoire, une amélioration du taux de traitement, on est à 17% avec les traitements qu'on a entre les mains, et puis une prise en charge médico-sociale globale du patient et de la famille, et surtout le développement de la recherche, et en particulier des outils de prévention. Plaque suivante. Là, vous voyez, c'est le scénario d'amélioration de la prise en charge médico-sociale de la maladie d'Alzheimer qui est extrêmement importante. Je passe. Suivante. La réflexion éthique doit se poser maintenant que l'on fait le diagnostic de façon plus précoce. Il faut reconsidérer la place du sujet de la personne malade. Avant, c'était quand même un objet de soin. Maintenant, on se rend compte que c'est un sujet qui peut parler pour lui-même, qui peut prendre ses décisions lui-même pendant très très longtemps. Il faudrait mieux articuler cette réflexion éthique et la pratique de terrain. Et enfin, faire de la recherche une partie intégrante de la prise en charge de qualité des malades. Tous les malades devraient pouvoir avoir accès à la recherche, ce qui n'est pas le cas encore à l'heure actuelle. Et dernière plaque suivante. Les perspectives, c'est d'augmenter inlassablement les efforts de la recherche, en particulier les essais contrôlés dans le domaine de la prévention. Il faut permettre à chacun de bénéficier de ces fruits, ce qui n'est pas le cas même pour les médicaments que nous avons à l'heure actuelle sur nos marchés, et savoir que le médecin peut traiter, soulager, accompagner son patient avant demain peut-être de pouvoir le guérir. Et il est clair que dans un certain nombre d'années, on aura des traitements de la maladie d'Alzheimer. Merci de votre attention.